Ma femme l'a annoncé aux invités de mon anniversaire, je suis avec un autre homme depuis longtemps. Je ne suis resté marié avec toi que par pitié. J'ai souri, j'ai levé mon verre, et j'ai dit, ne te précipite pas, chérie. Tu ne sais pas encore ce qui se cache derrière cette porte. Son visage a pâli lorsque la poignée a tourné. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Les 2 premiers mois après l'accident ont été les plus durs de ma vie. J'ai subi 2 opérations. Ils ont placé des plaques de titane dans mon bassin, et des broches dans ma jambe droite. Je suis passé du statut d'homme qui portait des cartons de 30 kilos à l'entreprise, à celui d'un homme qui avait besoin d'aide simplement pour s'asseoir dans son lit. L'assurance du travail a couvert une partie des frais d'hôpital, mais les dépenses supplémentaires ont été puisées dans nos économies. Le lit médicalisé, les médicaments, le transport en ambulance pour les rendez-vous. Au cours des 3 premiers mois, nous avons dépensé presque 9 000 €. Je tenais les comptes depuis mon téléphone, tout en étant allongé, car c'était la seule chose que je pouvais encore faire pour mon foyer, moi qui avais été un pourvoyeur toute ma vie. Et soudainement, mon seul travail consistait à ne pas être un fardeau. Quand j'ai obtenu mon congé de l'hôpital, je suis rentré à la maison en fauteuil roulant. Je me souviens de Nidia poussant le fauteuil jusqu'au salon, regardant les escaliers qui montaient vers notre chambre, et prononçant la première phrase qui m'a vraiment blessé. Et maintenant, où est-ce que je vais te mettre? Où vais-je te mettre? Comme on le dirait d'un meuble, comme on le dirait d'un carton qui gêne le passage. Ils m'ont installé dans le bureau du rez-de-chaussée, ce même bureau dont la porte allait changer nos vies. 2 ans plus tard, ils y ont mis le lit orthopédique, mes médicaments sur une étagère, et une petite clochette pour appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Nidia dormait à l'étage, dans notre chambre. C'est juste que tu bouges beaucoup, et je pourrais te faire mal, m'avait-elle expliqué. Cela semblait raisonnable. Tout ce qu'elle disait semblait toujours raisonnable. Au début, elle descendait plusieurs fois par jour. Elle m'apportait à manger, m'aidait avec mes médicaments, et regardait la télévision avec moi pendant un moment. Mais au fil des semaines, les visites sont devenues plus courtes. La nourriture a commencé à arriver en silence. Je regardais la télévision seule, et son téléphone a commencé à sonner différemment. Ne me demandez pas comment un téléphone peut sonner différemment, mais ceux qui ont traversé cela me comprendront. Auparavant, quand elle recevait un message, elle le regardait juste là, devant moi, et parfois elle me disait, c'est ma cousine qui dit bonjour. Maintenant, quand le téléphone vibrait, elle se levait et sortait sur le patio. Toujours sur le patio, sous la pluie, dans le froid, peu importe. Les conversations importantes de ma femme s'étaient déplacées. Elles n'avaient plus lieu à l'intérieur de la maison. La première fois que je l'ai remarqué, je lui ai trouvé des excuses. Elle doit parler de moi, pensais-je. Elle devait se confier à une amie, car s'occuper d'une personne malade est épuisant, après tout. Je l'ai même remerciée silencieusement de ne pas me faire sentir coupable. C'est ainsi que fonctionne l'esprit d'un homme amoureux. Il transforme chaque preuve en une excuse. C'est à cette époque que la kinésithérapie à domicile a commencé. 3 fois par semaine, un professionnel venait travailler avec moi. Les exercices faisaient si mal que, parfois, je mordais une serviette pour m'empêcher de crier, car je ne voulais pas que Nidia m'entende me plaindre. Je voulais qu'elle voie que je me battais, que son mari n'allait pas rester dans ce fauteuil. Un jour, après une séance, je lui ai demandé de s'asseoir avec moi. J'ai pris sa main et j'ai dit, Nidia, je sais que c'est difficile pour toi aussi, mais je te promets une chose. Je vais marcher à nouveau. Et le jour où je marcherai, je t'emmènerai danser comme quand nous sortions ensemble. Elle m'a regardé et, dans ses yeux, je n'ai pas vu de tendresse. J'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas nommer à l'époque, mais que je reconnais parfaitement aujourd'hui. L'impatience. Elle m'a souri avec la bouche, mais pas avec les yeux, exactement comme Marisol le disait toujours, et elle a répondu, bien sûr, Mariano. Tout ce que tu voudras, tout ce que tu voudras. Cette phrase est devenue sa réponse à tout. Les rêves d'un homme en convalescence, balayés en quelques mots. Ma nièce Marisol a commencé à venir plus souvent. Elle avait déjà 20 ans et étudiait les soins infirmiers, alors elle m'aidait avec mes exercices et vérifiait mes cicatrices. C'est elle qui a posé la première question qui m'a mis mal à l'aise. Mon oncle, où est-ce que tante Nidia va si souvent? Aujourd'hui, c'est la 3e fois que je la croise en train de sortir, toute sur son 31. Elle a ses occupations, ma chérie.
Le groupe de la paroisse, ses amis. Marisol est restée silencieuse un instant tout en arrangeant les bandages, puis elle a dit quelque chose qui m'a poignardé en plein cœur. C'est juste qu'elle met du parfum pour sortir, mon oncle. Mais quand elle revient, elle sent un parfum différent. Ma nièce avait 20 ans et, en une seule phrase, elle venait de démanteler 6 mois d'excuses que j'avais si soigneusement construites. Cette nuit-là, je n'ai pas sonné la clochette. Je n'ai pas dîné. J'ai juste fixé le plafond du bureau, repensant aux choses avec une froideur que je ne me connaissais pas. Les sorties du mardi et du jeudi, toujours de 15h à 19h, les nouveaux vêtements qui commençaient à apparaître dans son placard, le jour où j'ai trouvé 2 billets de cinéma dans son sac en cherchant les clés de la voiture, alors qu'elle m'avait dit être allée avec son amie Carla. Le détail étant que son amie Carla m'avait envoyé ses amitiés, cette même semaine, depuis une autre ville où elle rendait visite à sa fille. Les pièces étaient toutes là. Elles étaient là depuis des mois. J'avais simplement refusé d'assembler le puzzle, car je savais que l'image finale me briserait davantage que le camion sur l'autoroute. Mais il y a eu un moment précis où je n'ai plus pu garder les yeux fermés. C'était un dimanche d'avril. J'étais déjà capable de me lever avec un déambulateur, et de faire quelques pas. Je voulais faire une surprise à Nydia, marcher jusqu'à la cuisine tout seul, et l'attendre là, debout, pour qu'elle puisse voir mes progrès. Il m'a fallu presque 20 minutes pour traverser ce couloir, en sueur, tremblant, m'accrochant au mur. Et quand j'ai atteint la porte de la cuisine, je l'ai entendue. Elle me tournait le dos, parlant au téléphone à voix basse, parce qu'elle pensait que je dormais dans le bureau. Et voici les mots exacts que j'ai entendus de la bouche de ma femme: je t'ai déjà dit oui, mon amour. J'en avais envie, mais je ne peux pas encore le quitter. Comprends-moi. Quelle sera mon image si j'abandonne un invalide? Nous devons attendre le bon moment. Oui. Quand l'histoire de l'argent sera réglée, je te le promets. Mon amour. Invalide. L'argent. 3 coups de poignard en un seul appel. Je suis resté immobile dans ce couloir, accroché au déambulateur, les jambes tremblantes sous l'effort, et le cœur arrêté par la douleur. Et puis, j'ai fait quelque chose dont aujourd'hui, avec le recul, je me sens étrangement fier. Je ne suis pas entré dans la cuisine. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait la scène qu'elle espérait peut-être, pour pouvoir jouer la victime. J'ai reculé, pas à pas, en silence, avec plus de précaution que jamais. Je suis retourné à mon lit dans le bureau. Je me suis allongé, et quand elle est descendue 1 heure plus tard avec mon dîner, je lui ai souri et j'ai dit: merci, chérie. Tu sais, je me sens mieux aujourd'hui. Je crois que je fais des progrès. C'est génial, Mariano. Tout ce que tu voudras, a-t-elle répondu, les yeux rivés sur son téléphone. Cette nuit-là, j'ai compris 3 choses qui ont changé le cours de mon histoire. Premièrement, ma femme avait un amant, et un plan. Et ce plan incluait d'attendre de l'argent. Quel argent? Je ne le savais pas encore, mais j'allais le découvrir. Deuxièmement, j'étais seul dans cette guerre. Et mon seul avantage était que l'ennemi me croyait aveugle, sourd, et vaincu. Et troisièmement, la plus importante, un homme qui a appris à marcher 2 fois dans sa vie n'a pas peur de repartir de zéro. À partir de cette nuit-là, Mariano, le mari confiant, est mort dans ce couloir. Et à sa place, un autre homme est né. Un homme qui souriait de la même façon, qui disait merci de la même façon, qui disait mon amour de la même façon, mais qui ne dormait plus. Il observait. Il y a une chose que personne ne vous apprend sur les trahisons. Les découvrir n'est pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est de se réveiller le lendemain matin, et de faire semblant de ne rien savoir. Ce premier matin après l'appel, Nydia est descendue au bureau avec mon café, et m'a demandé comment j'avais dormi. Et moi, regardant dans les yeux la femme qui, la veille au soir, m'avait qualifié d'invalide au téléphone avec un autre homme, j'ai répondu comme un enfant: mon amour, j'ai rêvé de toi. Elle a souri sans vraiment sourire, et a monté les escaliers. Je suis resté là, la tasse chaude entre les mains, comprenant que je venais de passer mon premier test, celui du jeu d'acteur. Car à partir de ce moment, ma maison était devenue un théâtre. Elle jouait le rôle de l'épouse dévouée, et j'allais jouer le rôle du mari aveugle. La différence, c'est qu'elle répétait depuis des mois, et ne savait pas qu'elle avait désormais un public. La première chose dont j'avais besoin, c'était d'informations. Qui était-il, et depuis quand? Et surtout,
Qu'est-ce que c'était que cette histoire de quand l'histoire de l'argent sera réglée? Cette phrase m'empêchait de dormir, plus que la douleur des vis dans mon bassin. Parce que nous n'étions pas riches. Nous avions la maison, qui avait encore une hypothèque, 2 voitures d'occasion, et quelques économies que l'accident rongeait mois après mois. Quel argent ma femme attendait-elle? La réponse est arrivée de la manière la plus inattendue. Et elle est arrivée, comme presque tout ce qui est bon dans cette histoire, par l'intermédiaire de ma nièce, Marisol. Un mercredi, elle est venue m'aider avec mes exercices, a fermé la porte du bureau, s'est assise sur le bord de mon lit, et m'a dit sans détour, « Mon oncle, je dois te montrer quelque chose, et tu dois me promettre de ne pas t'énerver, car ta tension artérielle ne supporterait pas une frayeur. » Elle a sorti son téléphone, ouvert ses photos, et m'a montré une image prise depuis la voiture de son petit ami, dans le parking d'un café du quartier nord de la ville, un mardi à 16h30. Sur la photo, il y avait Nidia, assise en terrasse, riant d'une manière dont elle n'avait pas ri avec moi depuis des années. Et devant elle, lui tenant la main à travers la table, il y avait un homme. Nous les avons suivis 2 fois, mon oncle. Pardonne-moi. Je sais que c'est mal d'espionner, mais je ne supportais plus de te voir comme ça. Tout confiant, pendant qu'elle. Je ne me suis pas énervé. Je n'ai pas ressenti le choc que je m'attendais à ressentir. Croyez-moi, c'est étrange de regarder la preuve finale de son malheur, et de se sentir calme. Je suppose que mon cœur le savait déjà. Mes yeux ne faisaient que confirmer le rapport. « Est-ce que tu sais qui il est ?» lui ai-je demandé. « Il s'appelle Audréan, mon oncle. Et il y a autre chose. Ce n'est pas n'importe quel homme. » Mon petit ami a pris en photo la plaque d'immatriculation de la voiture. C'est une voiture chère, une de ces voitures importées, et nous l'avons cherchée sur Internet. Audréan, 49 ans, se présentait sur les réseaux sociaux comme un conseiller en investissement et gestionnaire de patrimoine. Des costumes élégants, une montre brillante, des photos dans de grands restaurants, des phrases de motivation sur le succès et l'abondance. L'homme classique qui sent l'argent à des kilomètres. Et c'est là que quelque chose ne collait pas. Parce qu'un homme comme ça, avec cette voiture et ses costumes, ne s'intéresse pas à une femme mariée de 43 ans, sans emploi, sans fortune personnelle, épouse d'un superviseur logistique blessé. Ce n'est pas romantique à dire, mais c'est la marche du monde. Les requins ne nagent pas là où il n'y a pas de nourriture. Que voyait Audréan chez ma femme, que je ne voyais pas? La réponse m'est parvenue 5 jours plus tard, dans une enveloppe blanche qui a absolument tout changé. Elle venait du cabinet d'avocats qui gérait mon dossier d'accident. Parce que oui, depuis la collision, une procédure était ouverte contre la société propriétaire du camion qui avait envahi ma voie. Le chauffeur faisait des heures supplémentaires excessives. L'entreprise le savait, et mon avocat avait intenté un procès pour obtenir une indemnisation. J'avais signé les papiers, à moitié drogué par les analgésiques à l'hôpital, et au fil des mois, honnêtement, j'avais cessé d'y prêter attention. J'avais bien assez à faire avec le fait de réapprendre à marcher. L'enveloppe apportait une mise à jour sur l'affaire. L'entreprise, pour éviter un procès public, proposait un accord à l'amiable. Et quand j'ai lu le chiffre, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois. Ils offraient 460 000 €. 460 000 € pour mes os brisés, pour mes 2 opérations, pour ma carrière tronquée, pour les dommages permanents à ma hanche. Soudainement, l'invalide valait près d'un demi-million d'euros. Je me suis assis sur le lit avec cette lettre entre les mains, et je jure que j'ai entendu les pièces du puzzle s'emboîter une par une, comme des serrures qui s'ouvrent à la chaîne. Quand l'histoire de l'argent sera réglée, je te le promets. Nidia savait. Bien sûr qu'elle savait. Les lettres précédentes du cabinet d'avocats arrivaient à la maison, et c'est elle qui récupérait le courrier tous les jours. Elle connaissait le montant de la plainte depuis le début, et 17 jours après mon accident, un conseiller en investissement est apparu dans sa vie par hasard. Par hasard? Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert plus tard, car cette histoire avait encore un niveau en sous-sol. J'ai demandé une faveur délicate à Marisol, que son petit ami, qui travaillait dans une étude de notaire, se renseigne discrètement sur Audréan. Une semaine plus tard, j'avais le dossier complet de mon rival, et c'était un chef-d'œuvre de mensonge. La voiture importée, louée au mois. La montre, une réplique. Le bureau de conseil en patrimoine, un espace partagé loué à l'heure pour les photos. Et le meilleur de tout, 2 précédentes plaintes de femmes, une veuve et une divorcée, qui l'accusaient de les avoir convaincus d'investir leurs indemnisations dans des entreprises qui s'étaient évaporées.
Aucune ne pouvait rien prouver, car elle lui avait toutes donné l'argent volontairement, avec des signatures et des sourires. Audréan n'était pas un amant. C'était un professionnel, un chasseur d'indemnisation, un homme qui sentait l'argent frais comme les vautours sentent la charogne, et qui se spécialisait dans les femmes sur le point de recevoir une grosse somme. Ma femme pensait avoir trouvé l'amour de sa vie, un homme à succès qui allait la sauver de son mari brisé. La réalité, c'est qu'elle était l'instrument. Le plan d'Audréan était simple, et vieux comme le monde. La faire tomber amoureuse, attendre que mon indemnisation arrive, la convaincre de divorcer en empochant la moitié que notre régime matrimonial pourrait lui donner, puis faire investir cette moitié entre ses mains, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Nydia me trahissait pour un mirage. Elle était prête à détruire 14 ans de mariage pour un homme qui la considérait exactement comme elle me considérait, comme un meuble utile. La traîtresse était trahie, et elle n'en avait aucune idée. Je l'avoue, cette nuit-là, seul dans le bureau, j'ai ri. Un rire calme et étrange, mi-douleur et mi-stupéfaction. La vie est un écrivain avec un sens de l'humour très sombre. Mais après les rires, est venue la question sérieuse, celle qui m'a tenu éveillé jusqu'à l'aube, et qu'est-ce que je fais maintenant? Je pouvais la confronter avec les photos, pleurer, crier, la jeter hors de la maison. Mais qui gagnerais-je? Un divorce immédiat où elle se battrait pour la moitié de tout, y compris l'indemnisation qui n'était pas encore arrivée. Les avocats me le confirmeraient plus tard, le timing du divorce avait une grande importance. Je pouvais aussi lui montrer qui était Audréan, la sauver de la fraude, et croyez-moi, j'y ai pensé, car on ne cesse pas d'aimer quelqu'un du jour au lendemain. Mais ensuite, je me suis rappelé sa voix dans la cuisine. Quelle sera mon image si j'abandonne un invalide? Elle ne restait pas par amour. Elle restait pour l'argent et pour les apparences. Ma femme avait déjà choisi son chemin. J'allais simplement la laisser le parcourir jusqu'au bout. Et il y avait une troisième option. Celle choisie par le nouveau Mariano, celui né dans ce couloir. Attendre, observer, et construire en silence absolu une sortie où la justice arriverait d'elle-même, sans que j'aie à crier une seule fois. Pour cela, j'avais besoin de 3 choses. Un avocat brillant, un corps qui me porterait à nouveau, et une chose dont je manquais cruellement à ce moment-là, la patience d'une pierre. L'avocat est apparu en premier, et ce n'était pas un étranger. C'était quelqu'un qui attendait depuis des années l'occasion de me prouver sa loyauté, mon ami Santiago. Mais ce que Santiago a découvert en examinant mes papiers de mariage, cela mérite un chapitre à part. Car il s'est avéré que, dans ma propre maison, se cachait un secret que j'avais moi-même oublié. Un secret signé il y a 15 ans. Et ce papier oublié était exactement l'arme dont j'avais besoin. Santiago et moi nous étions rencontrés à l'âge de 12 ans, à l'école, lorsqu'un groupe de garçons plus âgés lui avait pris son sac à dos. Moi, sans trop réfléchir, j'avais gagné mon premier œil au beurre noir en le défendant. À partir de ce jour, nous sommes devenus des frères. La vie nous a ensuite emmenés sur des chemins différents. Il a étudié le droit, s'est spécialisé dans le droit de la famille et des biens, et est devenu l'un de ces avocats que les collègues respectent et que les rivaux évitent. Je suis allé dans la logistique, mais nous n'avons jamais perdu le contact. Quand je l'ai appelé, je ne lui ai pas donné de détails par téléphone. J'ai juste dit, Santiago, j'ai besoin que tu viennes à la maison un mardi ou un jeudi de 15h à 19h, les jours et les heures où ma femme avait ses occupations. Il est venu ce même jeudi. Il s'est assis près de mon lit dans le bureau, m'a écouté pendant 1 heure sans m'interrompre une seule fois, regardant les photos, le dossier d'Audréan, la lettre du cabinet d'avocat avec l'offre de 460 000 €. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un long moment, puis a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, Mariano, je vais te poser une question, et tout ce que nous ferons à partir de maintenant dépendra de ta réponse. Que veux-tu? La vengeance, ou la justice? Quelle est la différence, lui ai-je demandé. La vengeance, c'est lui faire ce qu'elle t'a fait. Ça peut te coûter cher, et ça te salit. La justice, c'est plus simple. C'est que chacun garde exactement ce qu'il a construit. Ni plus, ni moins. Alors je veux la justice. Santiago a souri, a ouvert sa mallette, et en a sorti un carnet. Parfait. Parce que pour la justice, la loi est une alliée merveilleuse. Maintenant, j'ai besoin que tu m'apportes tous tes papiers. Tous. Certificat de mariage, acte de propriété, tout ce que toi et Nydia avez signé au cours de ces 14 années. Ce week-end-là, sous prétexte d'organiser des documents d'assurance,
j'ai demandé à Marisol de descendre la vieille boîte où nous gardions les papiers importants, depuis le placard de l'étage. Une boîte en carton qui sentait la poussière et le temps, le genre de boîte que toutes les maisons ont, et que personne n'ouvre. Et là, parmi des reçus périmés et des garanties d'appareils électroménagers qui n'existaient plus, Santiago a trouvé le document qui a changé la guerre. Il l'a tenu à deux mains, l'a lu 2 fois, et m'a regardé par-dessus ses lunettes avec une expression mêlant stupéfaction et rire réprimé. « Mariano, tu te souviens d'avoir signé ça ? » C'était un document de l'état civil, datant d'il y a 15 ans, quelques mois avant notre mariage. Un contrat de mariage, séparation de biens. Et là, je me suis souvenu, comme on se rappelle d'un vieux rêve. Quand Nidia et moi avons décidé de nous marier, sa mère, paix à son âme, la même qui m'avait mis en garde contre sa fille à l'hôpital, avait insisté pour avoir ce papier. Mais écoutez bien, car voici la plus grande ironie de cette histoire, elle l'avait demandé pour protéger Nidia de moi. À l'époque, j'étais un employé endetté, et Nidia allait hériter d'une partie de la maison de sa famille. Sa mère, méfiante, avait exigé la séparation de biens pour que ce garçon ne finisse pas avec le patrimoine de sa fille. Nidia l'avait signé avec joie. Je l'avais signé sans aucune fierté blessée, car l'amour ne discute pas de paperasse. 15 ans plus tard, l'héritage de Nidia avait été vendu et dépensé depuis longtemps. La maison où nous vivions, je l'avais achetée avec mon crédit professionnel, payée avec mon salaire, et enregistrée à mon nom, sous le régime de la séparation de biens. Et l'indemnisation de 460 000 € qui était en route, l'était pour mes blessures, mon préjudice corporel, mon invalidité. Sous le régime de la séparation de biens, cet argent était à moi. Dans sa totalité, et intouchable. Le papier que la mère de Nidia avait exigé pour la protéger de moi, était exactement le papier qui me protégeait désormais d'elle. C'est elle que ce régime existe, a demandé Santiago. Et c'est là que j'ai réalisé une chose. Nidia avait signé ce document à 28 ans, amoureuse, pressée de se marier, dans une étude de notaire où nous avions signé 20 papiers en un après-midi. Sa mère était décédée sans jamais en reparler. Et connaissant ma femme, qui n'avait jamais lu un contrat en entier de sa vie, non, elle ne s'en souvenait pas. Si elle s'en était souvenue, elle n'attendrait pas la moitié avec autant de certitude. Elle et Audrey en construisaient un château sur un terrain inexistant. Elle n'en a aucune idée, ai-je répondu. Alors, Mariano, écoute-moi attentivement. Santiago s'est penché en avant. À partir d'aujourd'hui, ton travail se résume à une seule chose, t'assurer qu'elle continue de n'en avoir aucune idée. Laisse-la se sentir en sécurité. Laisse-la prendre confiance. Les gens confiants font des erreurs, et les erreurs laissent des preuves. Pendant ce temps, toi et moi. Nous allons préparer chaque document, chaque signature, et chaque témoin. Le moment venu, tu n'auras pas besoin d'élever la voix. Les papiers crieront pour toi. Ainsi a commencé l'étape la plus étrange de ma vie, celle de l'acteur. J'ai appris à embrasser une femme sur le front, sachant qu'elle écrivait mon amour à un autre. J'ai appris à la remercier pour le dîner, tout en comptant mentalement les jours. J'ai appris qu'un sourire peut être un bouclier, et le silence, une arme. Était-ce facile? Non. Il y a eu des nuits où la rage brûlait dans ma poitrine, et où je devais mordre l'oreiller comme je mordais la serviette en kinésithérapie. Mais je me répétais la phrase de Santiago, les papiers crieront pour toi. Pendant ce temps, mon corps poursuivait sa propre bataille. Et là, je veux faire une pause, car cette partie est importante. On dit que la rage détruit, et c'est vrai si vous la laissez libre, mais une rage canalisée est un carburant impressionnant. À chaque séance de kinésithérapie, je ne pensais plus à la douleur. Je pensais à la porte du bureau qui s'ouvrirait un jour. Quand le kinésithérapeute me disait de 5 répétitions de plus, j'en faisais 10. Quand il me disait de me reposer, je demandais quel exercice je pouvais faire au lit le soir. Je suis passé du fauteuil roulant au déambulateur, du déambulateur à la canne. Les muscles sont revenus lentement, comme des employés méfiants retournant dans une entreprise en faillite. 8 mois après l'accident, je marchais déjà partout au rez-de-chaussée sans aide. Avec de la douleur, en boitant, mais sans aide. Et vous savez ce que Nidia faisait pendant ce temps? Rien. Et quand je dis rien, je veux dire absolument rien. Elle était tellement absorbée par sa romance et ses plans, qu'elle avait cessé de me regarder. Pour elle, j'étais toujours le fardeau dans le bureau, l'invalide avec la clochette. Elle ne remarquait pas que je montais les escaliers quand elle n'était pas là.
Elle n'a pas remarqué que mes bras avaient changé grâce au poids que Marisol m'avait apporté. L'indifférence de ma femme, qui m'avait tant blessé au début, est devenue mon meilleur déguisement. Elle me sous-estimait. Et il n'y a pas de plus grand avantage dans une guerre que d'être sous-estimé par l'ennemi. Au 10e mois, Santiago avait le dossier presque complet. L'historique de ses sorties, les photos du café et de 3 autres endroits, les mouvements étranges sur le compte des dépenses du ménage. Parce que oui, nous avions découvert que Nidia retirait de petites sommes d'argent depuis des mois. 200 € par-ci, 3 cents par-là. Près de 4000 € au total, partis on ne sait où. Bien que vous et moi suspections déjà le nom de la destination finale. Tout était documenté, daté, notarié. La plainte pour divorce était rédigée, prête, attendant dans le tiroir de Santiago comme une lettre qui n'avait plus besoin que d'un timbre. Il ne manquait qu'une seule pièce, que l'indemnisation soit officiellement réglée. Le cabinet d'avocats négociait les derniers détails avec la société de camions. Une question de semaine. Et c'est alors que Nidia, sans le savoir, m'a offert la scène parfaite. Une nuit de janvier, elle est montée au bureau avec un verre de vin, s'est assise sur le bord de mon lit avec une douceur que je n'avais pas vue chez elle depuis des mois, et a dit, « Mariano, j'y ai réfléchi. En avril, tu as 46 ans. Et avec tout ce que tu as traversé. Avec la force dont tu as fait preuve, je veux t'organiser une fête. Une grande fête avec toute notre famille et nos amis. Tu le mérites. » Je l'ai regardé, dans ses yeux, derrière la douceur répétée, j'ai vu le calcul. Je comprendrai plus tard l'intégralité du plan grâce à un appel que Marisol allait accidentellement intercepter. Mais à ce moment-là, il m'a suffi de savoir une chose, cette fête n'était pas pour me célébrer. Cette fête avait un autre but. Je lui ai pris la main, je l'ai embrassé, et j'ai répondu, j'adorerais ça, mon amour. Invite tout le monde. N'oublie personne. Et pour la première fois depuis des mois, nous avons tous les deux souri avec sincérité en même temps, chacun pour ses propres raisons. Pourquoi une femme qui trompe son mari depuis plus d'1 an, attendant le moment de le quitter, déciderait-elle soudainement d'organiser une grande fête d'anniversaire pour lui? Cette question a tourné dans ma tête pendant des jours, car Nidia ne faisait plus rien avec moi sans un but précis. Chacun de ses gestes était un mouvement sur l'échiquier, et j'avais appris à lire le plateau. Mais je ne comprenais pas ce mouvement-là. La culpabilité? Un spectacle pour la famille? Des adieux élégants? La réponse est arrivée un samedi après-midi, et elle est arrivée par accident. Marisol était dans la cuisine en train de me préparer un jus, tandis que Nidia, se croyant seule sur le patio, parlait au téléphone. Ma nièce n'était pas du genre à écouter aux portes, mais elle a entendu son propre nom, puis le mien. Elle a alors collé son oreille à la fenêtre entr'ouverte, et a enregistré les 2 dernières minutes de l'appel sur son téléphone. Cette nuit-là, quand Nidia est sortie, Marisol a fermé la porte du bureau et m'a fait écouter l'enregistrement. La voix de ma femme semblait basse, nerveuse, différente. Je te l'ai déjà dit, à la fête, Audréan, à la fête. Parce que j'ai besoin de témoins, tu ne comprends pas. Tu l'as dit toi-même. Si je le quitte juste comme ça, toute la famille va me tourner le dos. Et quand l'argent arrivera, ils diront que je l'ai quitté pour son argent. Mais s'il m'humilie, ou si les gens voient que ce mariage est déjà mort, alors c'est moi qui aurai le droit d'être libre. Oui, je sais comment le provoquer. Je le connais depuis 20 ans. Devant tout le monde, Audréan, il va devenir fou. Il va crier. Et là, devant tout le monde, je dirai. Je n'en peux plus de cette vie. Et je franchirai cette porte en tant que victime, pas en tant que traîtresse. Et ensuite. Ensuite nous attendrons. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié, par la loi. Marisol a arrêté l'enregistrement. Ses yeux étaient pleins de larmes de colère. Mon oncle, la fête est un piège. Oui, la fête était un piège. Mais quel piège révélateur! Écoutez la beauté du plan, car en tant que stratège, ma femme mérite un certain respect. Nidia allait utiliser mon propre anniversaire comme scène pour me provoquer et me faire faire un scandale devant tout le monde. Elle voulait que j'explose, que je crie, que je joue le rôle du mari aigri et malade. Avec 30 témoins voyant l'enfer qu'était son mariage, elle pourrait annoncer sa séparation, apparaissant comme une femme courageuse qui en avait trop supporté. Son image serait propre, sa famille de son côté, et la voie libre vers la moitié de mes 460 000 €.
Il n'y avait qu'un seul problème avec le scénario de ma femme. L'acteur principal ne suivait plus son texte. Le lendemain, j'ai apporté l'enregistrement à Santiago. Il l'a écouté 2 fois, a pris des notes, et quand il a eu fini, il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il a ri. Un petit rire, celui d'un joueur d'échecs qui voit l'erreur de son adversaire. Mariano, tu te rends compte de ce que nous avons là? Elle-même nous a donné la date, le lieu, et la méthode. Elle veut une scène avec des témoins. Il a retiré ses lunettes. Parfait. Elle aura ses témoins. Sauf que la pièce qui sera jouée ce soir-là n'est pas celle qu'elle a répétée. Et là, dans ce bureau, avec un carnet et 2 cafés, nous avons planifié ce que vous avez déjà vu commencer au début de cette histoire. Le plan reposait sur 3 piliers. Le premier, l'argent. Le cabinet d'avocats a confirmé en février que l'accord était conclu. L'entreprise de camions a déposé les 460 000 € sur un compte que Santiago m'avait aidé à ouvrir des semaines auparavant. Un nouveau compte individuel, dans une autre banque, avec des instructions précises, et protégé par le régime de la séparation de biens. Quand l'argent est rentré, je n'ai pas ressenti d'euphorie. J'ai ressenti de la paix. La paix qu'Audréan et Nidia espéraient capturer était maintenant dans une cage qu'aucun d'eux ne pourrait ouvrir. Et avec une partie de cet argent, j'ai fait quelque chose que personne ne savait, pas même Marisol. J'ai acheté une maison. Une belle maison à la périphérie de la ville, avec un jardin pour des gardénias, et sans escalier. Conçue pour ma hanche en titane, payée comptant, 195 000 €, enregistrée uniquement à mon nom. La maison où je comptais recommencer ma vie. Je me demande encore ce qu'il serait advenu de cette maison si j'avais été un homme différent. J'avais rêvé pendant des années d'y vieillir avec Nidia. Je l'ai acheté quand même. J'ai juste changé le rêve concernant l'identité de son propriétaire. Le deuxième pilier, les papiers. La plainte pour divorce était prête, avec le motif d'infidélité documenté, les photos, les mouvements d'argent, le dossier complet de presque 1 an. Santiago s'est coordonné avec un ami notaire, dont Romero, pour tout certifier et être disponible à cette date d'avril. La plainte serait déposée au tribunal le matin même de la fête. Quand Nidia ferait sa scène le soir, elle serait déjà légalement poursuivie depuis des heures, et elle ne le saurait pas. Le troisième pilier était le plus délicat, et j'avoue que c'était mon idée, Audréan. Car cet homme ne pouvait pas simplement s'en aller de cette histoire en allant chercher sa prochaine veuve avec une indemnisation. Santiago a localisé l'une des femmes qu'il avait poursuivie des années auparavant, une dame qui avait perdu 85 000 € de l'indemnisation de son défunt mari dans les investissements d'Audréan. Quand Santiago l'a contactée, la dame a prononcé une phrase qui m'a donné des frissons, « J'attends depuis 4 ans que quelqu'un m'appelle pour ça ». Avec son témoignage et nos documents, nous avons préparé une plainte officielle pour fraude répétée, et quelque chose d'autre. Une simple chemise cartonnée contenant des copies des 2 précédents procès d'Audréan, les photos de son bureau loué à l'heure, et le contrat de location de sa voiture importée. Un dossier destiné non pas à un juge, mais à Nidia. Parce qu'il y a des vérités que la justice met des années à dire, mais qu'un dossier révèle en 5 minutes. Pendant que ces 3 piliers se construisaient en silence, la vie dans ma maison continuait son théâtre habituel, bien qu'avec un air nouveau. Nidia était excitée. Elle organisait la fête avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis des années. Elle a engagé le service de traiteur, fait faire un gâteau à 3 étages, appelé toute la famille, même des parents que nous ne voyons presque jamais. N'oublie personne, répétait-elle au téléphone. Et moi, depuis le bureau, je souriais, car nous voulions tous les 2 exactement la même chose, pour des raisons opposées. Elle m'a même demandé ce que je voulais comme cadeau. Surprends-moi, lui ai-je répondu. Jamais un mot n'a été aussi sincère. Une nuit, je l'ai entendue à l'étage, parler toute seule dans le miroir. Elle répétait. Elle répétait les phrases, le ton, les pauses. J'ai entendu des fragments épars, je n'en peux plus. Je mérite d'être heureuse. Pardonnez-moi, tout le monde. Ma femme préparait son grand monologue comme une actrice de théâtre. Et moi, allongé dans le bureau en dessous, je révisais le mien, qui était infiniment plus court. Une seule phrase que je me répétais chaque nuit avant de dormir, comme une prière, ne te précipite pas, ma chère. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend de l'autre côté de cette porte. Le mois de mars est passé vite. Et une semaine avant la fête, j'ai fait le dernier mouvement sur l'échiquier. J'ai demandé à Nidia que la célébration se fasse à la maison, et non dans une salle. Je veux être chez moi,
avec mes proches, près de mon bureau au cas où je serais fatigué, lui ai-je dit avec ma meilleure voix d'homme fragile. Elle a accepté avec joie. Bien sûr qu'elle a accepté. Son scénario fonctionnait mieux dans notre maison, la scène du mariage mort. Ce qu'elle n'avait pas calculé, c'est que dans cette maison, il y avait une porte que je contrôlais. La porte du bureau, ma chambre de malade, ma cellule de convalescence, l'endroit où elle m'avait mis comme un meuble il y a 2 ans. Cette même porte allait être le rideau de sa pièce de théâtre. Le matin du 12 avril était clair. Je me souviens de l'odeur du pain qui montait de la cuisine, de l'argenterie qu'on disposait, de la voix de Nydia donnant des instructions au service de traiteur. À 9 heures du matin, pendant qu'elle choisissait la nappe, mon téléphone a vibré avec un message de Santiago. 3 mots, plainte déposée. Confirmé. J'ai regardé vers la cuisine. Nydia arrangeait des fleurs au centre de la table, fredonnant une chanson joyeuse, radieuse, certaine que ce soir, elle allait se libérer de moi devant tout le monde. Je lui ai souri depuis le couloir et j'ai dit, « Tout est magnifique, mon amour. Ce soir sera inoubliable. » Je l'espère, Mariano, a-t-elle répondu en souriant aussi. Je l'espère. Pour la première fois en 2 ans, ma femme et moi étions parfaitement d'accord. L'après-midi du 12 avril, la maison s'est remplie de ballons couleur champagne et de tournesol. Les fleurs préférées de ma mère, paix à son âme, que j'avais spécialement demandées, comme si j'avais besoin de sa bénédiction pour ce qui allait suivre. Nydia avait mis une nouvelle robe vert émeraude. Et à ce moment-là, je n'avais pas remarqué à quel point elle s'était apprêtée ces dernières semaines. De nouveaux ongles, des cheveux fraîchement coiffés. Une femme se préparant pour sa grande première. Les invités ont commencé à arriver à partir de 18 heures. Mes collègues de l'entreprise, les voisins de toujours, la famille de Nydia, ma sœur avec son mari, et bien sûr Marisol, qui est arrivée en avance avec son petit ami, m'a serré fort dans ses bras, et m'a chuchoté à l'oreille, « Tout est prêt, mon oncle. Santiago est en route. » À 19h30, Santiago est arrivé, vêtu d'un costume gris foncé comme s'il venait d'une réunion importante, portant une mallette en cuir qu'il a discrètement laissée dans le bureau, à côté de la porte qui, dans quelques heures, deviendrait le centre de tout. Personne ne se doutait de rien. Pour les invités, il était simplement mon ami d'enfance, l'avocat, venu pour fêter ça. J'étais assis en bout de la longue table qu'ils avaient installée dans le jardin, ma canne posée sur la chaise. Je l'utilisais encore en public, bien qu'en privé, je n'en ai presque plus besoin. Un autre détail que Nydia n'a jamais remarqué. Je recevais des câlins, j'entendais des « Tu as l'air en pleine forme, Mariano » et des « Quel miracle de te voir sur tes pieds, mon frère », de la part de personnes qui étaient sincèrement heureuses pour moi. Et au milieu de toute cette chaleur sincère, je ressentais le poids exact de ce qui allait se passer dans quelques heures. À 20 heures, ils ont allumé les lumières du jardin. Le gâteau à 3 étages brillait sur la table principale. Nydia se promenait parmi les invités avec un verre de vin à la main, riant plus fort que d'habitude, touchant le bras des gens, jouant le rôle de la parfaite hôtesse. Mais moi, qui avais passé une année entière à apprendre à la lire comme un livre ouvert, je remarquais les détails que personne d'autre ne voyait. Le regard qu'elle jetait toutes les 10 minutes vers la rue, vers la fenêtre, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Audréan était dehors. Je le savais, car à 20h20, Nydia a sorti son téléphone, a écrit quelque chose rapidement, et a souri intérieurement, d'un sourire qui n'était plus celui d'une hôtesse. C'était celui d'une conspiratrice. À 21h, après le toast initial porté par mon beau-frère, la musique a été baissée pour le moment du gâteau. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table, et c'est alors, avec les bougies allumées et 32 personnes nous regardant, que Nydia a décidé que son moment était venu. Elle a posé son verre sur la table d'un coup sec, plus fort que nécessaire. Ce bruit a réduit les conversations au silence. Elle s'est tenue devant moi, les yeux brillants à cause du vin, des nerfs, ou de la performance qu'elle répétait devant le miroir depuis des semaines, et a commencé à parler fort pour que personne ne manque un seul mot. Avant de couper le gâteau, je veux dire quelque chose. Je suis restée silencieuse pendant longtemps, et je pense qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité. J'ai senti le jardin entier retenir son souffle. Ma sœur a cherché la main de son mari. Marisol s'est raidie à côté de moi. Mariano, j'ai pris soin de toi pendant ces 2 années. Je t'ai tout donné, mais la vérité, c'est que ce n'est plus un mariage. Ça a cessé d'en être un il y a bien longtemps. Sa voix a commencé à se briser avec une perfection presque théâtrale.
Et je ne peux pas continuer à faire semblant devant tout le monde que je suis heureuse à tes côtés. Puis est venue la réplique qu'elle avait répétée tant de nuits devant le miroir. La même que vous avez entendue au début de cette histoire. Je suis avec un autre homme depuis longtemps. Je ne suis resté marié avec toi que par pitié. Le silence qui a suivi fut absolu. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Ma sœur a étouffé un cri. Étage 31 Père Dieu se sont tournés vers moi, attendant l'explosion. La scène, les larmes, ou les cris dont Nydia avait besoin pour compléter son acte de victime. Je suis resté immobile un instant. J'ai laissé le silence s'étirer car le silence, lorsqu'il est bien utilisé, pèse plus lourd que n'importe quel cri. Et puis j'ai souri. Ce n'était pas un sourire forcé. C'était le sourire d'un homme qui attendait exactement ce moment depuis 365 jours. Je me suis levé lentement de ma chaise, j'ai laissé la canne appuyée, car je n'en avais plus besoin, et je voulais qu'elle le voie. Et j'ai parcouru les 7 pas qui me séparaient de la porte du bureau, d'un pas assuré, sans boiter, sans aide. J'ai entendu les murmures derrière moi. Il marche tout seul. Je croyais qu'il avait besoin de la canne. Nydia, derrière moi, avait cessé de parler. Son grand monologue avait perdu son public, car toute l'attention était maintenant fixée sur mes pas. J'ai posé ma main sur la poignée de la porte du bureau. J'ai levé mon verre de l'autre main, je me suis tourné vers elle, et j'ai prononcé les mots que je gardais depuis un an, ne te précipite pas, ma chère. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend de l'autre côté de cette porte. Et juste là, à cet instant précis, j'ai vu ce que j'avais attendu de voir pendant 365 nuits. La couleur quittant son visage, car une femme sûre de son scénario ne réagit pas ainsi face à un mari brisé et sans voix. Quelque chose dans mon ton, dans mon pas ferme, dans la certitude de ma main sur cette poignée, a dit à Nydia en un instant que le scénario lui avait échappé des mains. Mariano, quoi? J'ai ouvert la porte. À l'intérieur, assis calmement sur le canapé qui avait été mon lit de malade, se trouvait Santiago, sa mallette ouverte sur la table basse, et une chemise cartonnée entre les mains. À côté de lui, debout, se trouvait Don Romero, le notaire, avec son sceau et ses documents officiels. Et près de la fenêtre, les bras croisés, avec une expression qui mêlait une vieille douleur à une satisfaction nouvelle, se tenait une femme que Nydia n'avait jamais vue de sa vie. La dame qui, 4 ans auparavant, avait perdu 85 000 € aux mains d'Audréan. « Bonsoir, Nydia » a dit Santiago, de la voix calme de quelqu'un qui a attendu ce moment autant que moi. « Je pense qu'il est temps pour vous d'entrer. Nous avons plusieurs choses à vous montrer. » Les invités, sans voix, ont commencé à jeter des coups d'œil depuis le jardin vers la porte du bureau. Personne ne comprenait encore rien, mais tout le monde sentait que quelque chose d'énorme était sur le point d'éclater. Nydia a fait 2 pas en arrière, cherchant des yeux quelque chose, ou quelqu'un, dans l'obscurité de la rue au-delà du jardin. Et c'est à ce moment-là, le moment que Santiago avait calculé avec une précision d'horloger, qu'une voiture importée, la même voiture que Marisol avait photographiée des mois plus tôt au café, s'est arrêtée devant la maison, phares allumés. Audréan était arrivé juste à temps pour assister en direct à la chute de son propre château de mensonges. Et le meilleur restait à venir. Car ce que Santiago avait dans cette chemise cartonnée, ce n'était pas seulement la preuve de l'infidélité de Nydia. C'était la preuve que l'homme qui l'attendait dehors, l'homme pour qui elle était prête à détruire 14 ans de mariage, ne l'avait jamais aimé un seul jour. Il l'utilisait exactement comme Nydia prévoyait de m'utiliser. Le jardin entier était plongé dans un silence étrange. Le genre de silence qui n'existe que lorsque 30 personnes retiennent leur souffle en même temps. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. On n'entendait que le bruit lointain du moteur de la voiture d'Audréan s'éteignant devant la maison. Nydia était toujours debout sur le seuil du bureau, une main encore sur sa poitrine, regardant alternativement Santiago, la femme inconnue près de la fenêtre, et moi. Son visage était passé du blanc au gris. « Mariano, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il ici? » « Entre, Nydia, ai-je dit, avec un calme qui m'a surpris moi-même. C'est impoli de faire attendre les visiteurs. Elle est entrée, tremblante, et Santiago a fermé la porte derrière nous. Dehors, dans le jardin, les invités murmuraient. Certains s'approchaient des fenêtres. D'autres restaient paralysés, une assiette de gâteau toujours à la main. Ma sœur essayait de calmer les gens en disant que c'était une affaire de famille, mais personne ne bougeait. Personne n'allait rater ça. À l'intérieur du bureau, Santiago a ouvert la chemise cartonnée sur la table basse,
et a commencé à parler avec la voix professionnelle et mesurée qu'il utilisait au tribunal. Nidia, vous connaissez déjà mon nom. Je suis l'avocat de Mariano. Et ce matin à 9 h, j'ai déposé une plainte pour divorce contre vous au tribunal, pour infidélité dûment documentée. Il a sorti les premières feuilles. Vous avez ici des photographies de vous avec Monsieur Audrey Fuentes, prises à 4 occasions différentes au cours des 10 derniers mois. Voici les relevés des appels téléphoniques. Et ici, il a levé une autre feuille, le relevé des retraits non autorisés du compte commun des dépenses du ménage. Pour un total de 1 200 €, que vous allez maintenant devoir expliquer. Nidia regardait les photos, la bouche grande ouverte, incapable d'articuler un mot. Elle a finalement essayé de se défendre. Ça ne prouve rien. Ce sont juste des photos d'eux. La voix de Santiago est devenue plus ferme. Nidia, j'ai un enregistrement audio où vous expliquez en détail un plan visant à provoquer une scène publique ce soir, à accuser Mariano de maltraitance, et à réclamer la moitié de ses biens sous prétexte que vous étiez une épouse abandonnée. Voulez-vous que je le fasse écouter ici? Devant votre famille qui est dehors dans ce jardin? Le silence de Nidia était toute la réponse dont nous avions besoin. Pas besoin, a-t-elle finalement chuchoté, les yeux pleins de larmes qui, cette fois, ne semblaient pas jouer. Bien, a poursuivi Santiago. Passons alors à la partie qui vous intéresse vraiment, la moitié des biens que vous avez mentionnés dans cet appel. Il a sorti un autre document, plus ancien, portant le sceau de l'état civil. Reconnaissez-vous ce papier? Nidia l'a pris avec des mains tremblantes. Elle l'a lu, et j'ai vu sur son visage le moment exact où la mémoire lui est revenue. 15 ans en un éclair. Ça. Nous avons signé ça avant le mariage. Ma mère. Votre mère a exigé la séparation de biens pour vous protéger de Mariano, a confirmé Santiago. À cette époque, vous aviez plus de biens que lui. 15 ans plus tard, la situation est complètement inversée. La maison où vous viviez est enregistrée uniquement au nom de Mariano, payée avec son salaire. Et l'indemnisation de 460 000 € qu'il a reçue pour l'accident. Il a fait une pause délibérée. Elle est exclusivement sa propriété, car il s'agit d'une indemnisation pour préjudice corporel. Sous ce régime matrimonial, Nidia, vous n'avez droit à pas un seul centime de cet argent, ni de cette maison, ni d'aucune économie que Mariano a générée au cours de ces 14 années. Nidia s'est effondrée sur le bord du lit. Le même matelas où j'avais passé des mois à me rétablir pendant qu'elle parlait à Audrey sur le patio. L'ironie ne m'a pas échappé, et vu son expression, elle ne lui a pas échappé non plus. Donc, je n'ai rien. Rien, ai-je confirmé, parlant pour la première fois depuis que nous étions entrés. 14 ans, Nidia. Et tu as choisi de tout risquer pour un homme qui est apparu exactement 17 jours après mon accident. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi. C'est à ce moment-là que la femme qui était restée silencieuse près de la fenêtre a fait un pas en avant. Elle s'est présentée d'une voix calme, mais chargée d'une vieille douleur qui se remarquait dans chaque mot. Je m'appelle Consuelo. Nous ne nous connaissons pas, mais je pense que vous et moi avons plus en commun que vous ne l'imaginez. Elle a sorti un mince dossier de son sac. Il y a 4 ans, mon mari est mort dans un accident du travail. J'ai reçu une indemnisation de 210 000 €. Un mois après l'avoir reçue, j'ai rencontré un homme charmant et à succès. Nommé Audrey Fuentes. Je suis tombée amoureuse de lui comme une idiote. Il m'a convaincu d'investir 85 000 € dans une entreprise immobilière qui, selon lui, allait tripler mon argent en un an. Nidia avait commencé à trembler visiblement. L'entreprise n'a jamais existé, a poursuivi Consuelo. Quand j'ai voulu récupérer mon argent, Audrey a disparu pendant des mois. Quand il est réapparu, il m'a dit qu'il avait perdu l'investissement, qu'il était très désolé. Qu'il avait perdu de l'argent lui aussi. Je l'ai poursuivi en justice. J'ai perdu le procès parce que j'avais tout signé volontairement, amoureuse, sans lire attentivement. L'avocat de Mariano m'a contacté il y a 3 semaines, et quand j'ai entendu votre histoire, Nidia, j'ai compris exactement ce qui vous arrive en ce moment. Santiago a sorti les dernières pièces de la chemise. Des photographies du contrat de location mensuel de la voiture importée d'Audrey, des documents prouvant que le bureau de conseil en patrimoine était un espace de coworking loué à l'heure, et le dossier d'un deuxième procès intenté 2 ans plus tôt par une autre femme, également veuve. Pour un montant similaire. Audrey Fuentes n'est pas un conseiller en investissement, a dit Santiago en refermant le dossier.
C'est un prédateur qui se spécialise dans les femmes sur le point de recevoir de grosses indemnisations. Il traque les nouvelles d'accidents, de conflits du travail, de polices d'assurance vie, et quand il trouve la victime idéale. Il fait exactement ce qu'il a fait avec vous. Il apparaît par hasard, se présente comme quelqu'un à succès, vous fait vous sentir spécial, et attend patiemment que l'argent arrive. La différence, Nydia, c'est que dans votre cas, l'argent n'allait jamais être à vous. Car il était protégé avant même qu'il ne pose les yeux sur vous. Nydia a porté ses mains à son visage et, avec une voix brisée que je ne lui avais pas entendue depuis des années, elle a chuchoté, il m'a dit qu'il m'aimait. Que nous allions recommencer ensemble dans une autre ville, loin de tout ça. Il m'a dit la même chose, a répondu Consuelo, sans cruauté, avec seulement la tristesse de quelqu'un qui reconnaît son propre reflet dans la douleur d'une autre. Mot pour mot. C'est alors que quelqu'un a frappé à la porte du bureau. Marisol, pâle, a passé la tête. Mon oncle, Audréan est dehors. Il demande Nydia. Les invités ne savent pas quoi faire. Nous nous sommes regardés tous les quatre dans cette pièce, et c'est Santiago qui a pris la décision, avec la même froideur calculée avec laquelle il avait construit tout le plan pendant un an. Faites-le entrer. Nydia a bondi sur ses pieds. Non, non, s'il vous plaît. Je ne veux pas qu'il voie ça. Non, pas encore. Laissez-moi lui parler d'abord. Seul. Je lui expliquerai. Nydia, ai-je dit, et pour la première fois de la soirée, ma voix semblait fatiguée. Pas calculée, juste fatiguée. Tu m'as caché des choses pendant un an. Ce soir, les secrets sont terminés pour tout le monde. J'ai ouvert la porte du bureau. Et là, se tenant dans l'encadrement, avec son élégant costume et sa montre brillante sous les lumières du jardin, avec 32 invités l'observant de loin sans vraiment comprendre la scène, se trouvait Audréan Fuentes. Son sourire de conquérant s'est figé sur son visage au moment exact où ses yeux ont croisé ceux de Consuelo. Consuelo, a-t-il dit, la voix se brisant pour la première fois. Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi, Audréan, a-t-elle répondu sans élever la voix, sans en avoir besoin. Je suis venu recouvrer une dette que tu n'as jamais payée. Le visage d'Audréan est passé par tous les stades de la panique en quelques secondes. La surprise, le déni, le calcul, et enfin, lorsqu'il a remarqué le dossier entre les mains de Santiago et qu'il a compris qu'il était pris dans sa propre toile, quelque chose qui s'apparentait à la résignation d'un animal acculé. Et c'est à cet instant précis, avec Nydia en pleurs sur le lit, avec Consuelo debout près de la fenêtre comme un fantôme du passé d'Audréan, avec Santiago tenant le dossier qui pourrait l'envoyer en prison pour fraude répétée. Et avec 32 témoins à l'extérieur attendant le dénouement d'une fête transformée en tribunal, qu'Audréan a finalement compris une chose. La femme pour laquelle Nydia pensait abandonner 14 ans de notre mariage n'avait pas, et n'aurait jamais, un seul euro qui vaille la peine d'être chassé. Il a fait exactement ce que Consuelo, Santiago et moi savions déjà qu'il ferait. Il a fait un pas en arrière vers la porte, vers la rue, vers sa voiture de location. Et avant de partir, il a jeté un dernier regard à Nydia. Pas un regard d'amour, ni d'excuse. Un regard de pur calcul, évaluant s'il y avait encore quelque chose à sauver de cette nuit-là. Il n'a rien trouvé. Je m'appelle Mariano. J'ai 46 ans. Et ceci est l'histoire de la façon dont la pitié a changé de propriétaire. Tout a commencé par un matin normal, 2 ans avant cette fête. Je travaillais comme superviseur logistique dans une société de distribution. Je n'étais pas riche, mais je gagnais assez bien ma vie pour payer la maison, les 2 voitures, et pour que Nydia n'ait pas à travailler si elle ne le voulait pas. Et elle ne le voulait pas. Elle ne l'a jamais fait. Et je ne lui en ai jamais tenu rigueur, car quand on aime quelqu'un, on ne tient pas les comptes. Ce fut ma première erreur. Aimer sans tenir les comptes, c'est bien, mais faire confiance sans ouvrir les yeux, c'en est une autre. Nydia et moi étions mariés depuis 14 ans. Nous n'avions pas d'enfants. Nous avions essayé pendant les premières années, et quand les médecins nous ont dit que ce serait difficile, elle a pleuré pendant toute une semaine. Je la serrais dans mes bras chaque nuit. Je lui disais que ça n'avait pas d'importance, que nous deux suffisions, que nous vieillirions ensemble, en voyageant, en prenant soin l'un de l'autre. Elle m'avait serré la main et m'avait dit, « Avec toi jusqu'à la fin, Mariano. Avec toi jusqu'à la fin. » Qu'il est facile de dire ça quand la fin semble lointaine. Ma routine était simple. Je me levais à 5h30 du matin, je faisais du café pour nous deux,
je laissais sa tasse près du lit parce qu'elle aimait se réveiller avec l'arôme, et je partais pour l'entreprise avant le lever du soleil. Je travaillais 10, parfois 12 heures. Le vendredi, je m'arrêtais chez le fleuriste du coin pour lui acheter des gardénias, ses préférés. 14 ans à faire la même chose. Environ 700 fois, je suis rentré à la maison avec des fleurs à la main. Je prenais aussi soin de sa famille comme si c'était la mienne. Quand sa mère est tombée malade, c'est moi qui ai payé les traitements. Cela faisait presque 8 000 € en 2 ans. Et je n'ai jamais prononcé ce chiffre à voix haute. Pas même quand les choses sont devenues difficiles. La dame est morte en me tenant la main. Pas la main de ses autres enfants, la mienne. Et elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, prends soin de Nidia, mais prends aussi soin de toi, par rapport à elle. Sur le moment, j'ai pensé que c'était les mots d'une femme malade. Aujourd'hui, je sais que c'était l'avertissement le plus honnête que j'ai jamais reçu de ma vie. Ma nièce Marisol, la fille de ma sœur aînée, était ce qui se rapprochait le plus d'une fille pour moi. Elle venait à la maison le dimanche, m'aidait dans le jardin, et avait toujours une relation polie mais froide avec Nidia. Je lui ai un jour demandé pourquoi, et elle, du haut de ses 18 ans, m'a répondu quelque chose qui m'a laissé songeur, mon oncle, c'est qu'elle te sourit avec la bouche, mais pas avec les yeux. Les jeunes voient des choses que nous, qui sommes amoureux, choisissons de ne pas voir. Ma vie, c'était ça. Le travail, la maison, les gardénias le vendredi, les dimanches avec Marisol dans le jardin, et une femme qui, chaque année, devenait un peu plus silencieuse, un peu plus attachée à son téléphone, un peu plus distante, même si elle dormait à 20 cm de moi. Je l'ai remarqué. Bien sûr que je l'ai remarqué. Mais je me disais que c'était des phases. Que tous les longs mariages ont leurs hivers. Que le printemps revient toujours. Et puis ce mardi d'octobre est arrivé. J'ai quitté l'entreprise à 18 h. Il pleuvait légèrement, une fine bruine. J'ai pris l'autoroute habituelle, celle que j'avais empruntée des milliers de fois. Et dans le virage du kilomètre 12, un camion de marchandises a traversé sur la voie opposée. Je me souviens des phares. Je me souviens avoir tourné le volant. Je me souviens du bruit du métal se pliant comme du papier. Puis, plus rien. Je me suis réveillé 3 jours plus tard dans un lit d'hôpital, le bassin fracturé à 2 endroits, la jambe droite cassée en 3, et un médecin me disant avec beaucoup de précaution qu'il y avait une possibilité que je ne marche plus jamais sans aide. J'avais 44 ans, et dans un virage d'autoroute, ma vie entière s'était brisée, en même temps que mes os. Nidia est arrivée à l'hôpital en pleurs. Elle a beaucoup pleuré ces premiers jours. Elle me tenait la main devant les médecins, ajustait mon oreiller devant les infirmières. Elle publiait des photos avec moi dans le lit d'hôpital, écrivant « Mon guerrier » et « Ensemble, nous pouvons tout faire ». Elle recevait des messages de soutien, les lisait à voix haute, essuyait ses larmes. Quelle bonne épouse, disait tout le monde. Quelle femme dévouée. J'y ai cru, moi aussi. Depuis ce lit, avec mon corps en miettes et mon avenir incertain, regarder Nidia était mon seul réconfort. Je me disais, je peux perdre ma jambe. Je peux perdre mon travail. Mais j'ai ma femme. J'ai la femme qui m'a promis d'être avec moi jusqu'à la fin. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que je me battais pour bouger à nouveau mes orteils, quelqu'un d'autre avait commencé à envoyer des messages sur le téléphone de ma femme. Quelqu'un qu'elle avait rencontré exactement 17 jours après mon accident. Quelqu'un qui allait apparaître dans mon histoire pour tout me prendre, ou du moins essayer. Ce quelqu'un avait un nom. Il s'appelait Audréan. Et la chose la plus incroyable dans tout ça, c'est que ce n'était pas Nidia qui l'avait cherché. C'était lui qui l'avait cherché, avec une intention, avec un calcul, avec un plan que même Nidia elle-même ne comprenait pas entièrement. Car dans cette histoire, mesdames et messieurs, la traîtresse a aussi été trahie. Et quand vous saurez la vraie raison pour laquelle Audréan a remarqué ma femme, vous comprendrez que la vie a une manière très curieuse de recouvrer ses dettes. Mais ça, je ne le savais pas encore. Dans cet hôpital, je n'étais qu'un homme brisé tenant la mauvaise main. Audréan n'a même pas parcouru la moitié du couloir. Il s'est retourné, a franchi la porte principale presque en courant. Et les 32 invités, qui se tenaient encore dans le jardin avec leurs assiettes de gâteaux à moitié mangées, l'ont vu passer comme une ombre honteuse, monter dans sa voiture de location, et démarrer en faisant crisser les pneus sur le trottoir. Personne n'a rien dit. Personne n'avait besoin de rien dire. L'image parlait d'elle-même.
Un homme fuyant la maison de la femme pour laquelle, quelques minutes plus tôt, elle était prête à tout détruire. Nydia est restée debout dans l'encadrement de la porte du bureau, regardant les feux arrière de la voiture disparaître dans l'obscurité de la rue. Et à cet instant, quelque chose dans son visage s'est brisé, d'une manière différente de ce qui s'était passé auparavant. Ce n'était plus la peur d'être découverte. C'était autre chose. C'était la réalisation lente et brutale qu'en l'espace de 20 minutes, elle avait perdu absolument tout ce qu'elle pensait avoir assuré. Audrey-Anne, a-t-elle chuchoté vers la fenêtre vide, comme si prononcer son nom pouvait le faire revenir. Consuelo, qui se tenait toujours près de la fenêtre, lui a parlé d'une voix douce, presque maternelle, qui contrastait avec la dureté de ses mots, « Il ne reviendra pas, Nydia. Les hommes comme lui ne reviennent jamais par amour. Ils ne reviennent que s'il y a encore de l'argent à se faire. Et vous n'avez plus un seul centime qui l'intéresse. » Ces mots sont tombés sur Nydia comme des pierres. Elle s'est assise à nouveau sur le bord du lit, cette fois sans même avoir la force de pleurer correctement. Elle tremblait simplement, le regard perdu sur le document de séparation de biens que Santiago avait placé entre ses mains une demi-heure plus tôt. Dehors dans le jardin, la fête s'était transformée en autre chose. Ma sœur est entrée dans le bureau, suivie de près par le frère du mari de Nydia, mon beau-frère, et par 2 de ses cousines. En voyant la scène, Nydia s'effondrait. Santiago avec son dossier, une femme inconnue près de la fenêtre. Ils ont compris, sans que personne n'explique tous les détails, que quelque chose de grave s'était passé. « Nydia, qu'est-ce que tu as fait ?» a demandé sa cousine, avec plus de surprise que de compassion dans la voix. Ma femme n'a pas répondu. Elle ne le pouvait pas. Et dans ce silence, la famille a commencé à relier les points par elle-même, aidée par les murmures qui circulaient déjà parmi les invités du jardin. Parce que rien ne voyage plus vite, lors d'une fête de famille, qu'un bon scandale. Santiago, toujours professionnel, a pris le contrôle de la situation. Je pense qu'il serait plus prudent que la famille parle en privé. Les documents légaux suivront leur cours. La plainte a déjà été déposée, et dans les jours qui viennent, vous recevrez la notification officielle, Nydia. Pour l'instant. Je suggère que la fête continue pour les invités qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Mariano ne devrait pas avoir à gâcher son anniversaire pour cela. Je suis sorti du bureau. Le jardin, qui une demi-heure plus tôt était plein de rires et de musique, avait maintenant ce silence inconfortable de l'après-tempête. Je me suis approché de la table principale, où le gâteau à 3 étages était encore intact, et avec un calme qui m'a surpris moi-même, j'ai pris le couteau et j'ai dit, « Eh bien, la famille, quelqu'un veut du gâteau ?» Il y a eu une seconde d'hésitation, puis ma sœur a lâché un rire nerveux, suivi de Marisol, et petit à petit, la tension a commencé à se dissiper. Ce ne fut pas une fête normale pour le reste de la soirée. Mais ce fut, étrangement, une soirée sincère. Les gens sont venus me serrer dans leurs bras, certains en pleurant, d'autres simplement en me serrant l'épaule sans un mot. Mon collègue de 20 ans, dont Fernando, m'a dit quelque chose qui m'est resté, « Mariano, en 30 ans, j'ai vu beaucoup d'hommes perdre la tête dans des moments comme celui-ci. Tu viens de prouver qu'on peut tout perdre, sauf sa dignité. » Les jours suivants furent, comme prévu, un chaos silencieux. Nydia a emménagé chez sa sœur cette semaine-là. Il n'y a pas eu de cris, pas de deuxième vague de reproches. Juste le lourd silence de 2 personnes faisant leurs valises tout en évitant de se croiser du regard. Avant de partir, elle s'est arrêtée à la porte de ce qui avait été notre maison pendant 14 ans, et m'a dit, d'une voix que je ne reconnaissais plus comme étant la sienne, « Tu savais tout ça depuis 1 an. » Depuis un après-midi d'avril de l'année dernière, ai-je répondu, quand je t'ai entendu dans la cuisine parler avec lui, quand tu as dit que tu n'attendais plus que l'argent. Point final. Elle a fermé les yeux. Et tu as quand même pris soin de moi. Tu as continué à jouer la comédie. Je n'ai pas pris soin de toi, Nydia. J'ai préparé ma sortie, et j'ai attendu le moment où la vérité pourrait parler plus fort que n'importe lequel de mes cris. Elle n'a rien ajouté de plus. Elle a pris ses valises et a franchi cette même porte qui m'avait accueilli en fauteuil roulant 2 ans plus tôt. Les semaines suivantes ont apporté des conséquences qu'aucun de nous ne pouvait plus arrêter. La plainte contre Audrey-Anne, déposée conjointement par Consuelo et une autre de ses précédentes victimes, a avancé devant les tribunaux avec plus de force que prévu. Car un enquêteur, engagé par Santiago, a trouvé une 3e femme, puis une 4e. Tout avec le même schéma, indemnisation, assurance vie, accord financier.
Audrey Fuentes s'est retrouvée avec un privilège sur ses rares biens immobiliers, et une affaire pénale pour fraude qui, comme nous l'avons appris plus tard, l'a maintenue empêtrée dans les tribunaux pendant des mois. Sans la voiture importée, sans le bureau de conseil, et sans aucune nouvelle femme en vue. Parce que son nom avait commencé à circuler dans certains cercles comme un avertissement. Nydia, de son côté, a dû faire face à quelque chose qui l'a peut-être blessé plus que la perte de l'argent, le regard de sa propre famille. Sa sœur, chez qui elle était allée vivre, m'a avoué des mois plus tard, lorsque nous nous sommes croisés par hasard au supermarché, que les choses n'étaient pas faciles dans cette maison. Nydia pleure beaucoup, Mariano. Mais je ne sais pas si elle pleure pour toi, ou pour tout ce qu'elle a perdu. Je n'ai ressenti aucune joie en entendant cela. J'ai ressenti, honnêtement, une tristesse tranquille. Parce que 14 ans de vie commune ne s'effacent pas avec un divorce. Peu importe à quel point c'est justifié, on ne se met pas à détester du jour au lendemain la personne avec qui on a vieilli pendant une partie de sa jeunesse. Ce que j'ai ressenti, avec une clarté totale, c'est du soulagement. Le soulagement d'un homme qui n'a plus à jouer la comédie. Qui n'a plus à sourire en faisant semblant, à remercier en faisant semblant, à aimer en faisant semblant. Le divorce a été finalisé 3 mois après la fête, sans complications juridiques. Car les papiers, comme Santiago l'avait si bien prédit, ont parlé plus fort que n'importe quelle dispute. Nydia a quitté le mariage avec exactement ce qu'elle avait en y entrant. Rien de matériel qui fût à moi. Elle est repartie avec ses vêtements, ses souvenirs, et une leçon qui, je l'espère sincèrement, lui servira un jour. J'ai emménagé dans la nouvelle maison à la fin du mois de juillet. La maison sans escalier, avec un jardin pour les gardénias, achetée avec l'argent de ma propre douleur, finalement convertie en quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Le jour où j'ai franchi ce seuil pour la première fois en tant qu'unique propriétaire, sans personne d'autre, je suis resté longuement debout dans le salon vide, écoutant l'écho de mes propres pas. Et pour la première fois en 2 ans, cet écho ne m'a pas semblé être celui de la solitude. Il sonnait comme un commencement. On dit que le temps guérit. Je dirais plutôt que le temps organise. Il guérit ce qui peut être guéri, et ce qui ne le peut pas, il le range simplement dans un endroit où ça ne fait plus mal au premier contact. Presque 1 an s'est écoulé depuis cette nuit d'avril. Et durant cette année, ma vie a changé d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer, alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, écoutant un médecin douter que je puisse remarcher un jour. La récupération physique, qui avait commencé comme une obligation silencieuse pour survivre à mon propre mariage, est devenue tout autre chose, un but. Sans le poids de la comédie, sans le poids d'une maison où le moindre de mes gestes était observé avec calcul, mon corps a commencé à réagir d'une manière qui a surpris même mes médecins. J'ai abandonné complètement la canne 4 mois après la fête. À 8 mois, j'ai commencé à marcher le matin dans mon nouveau quartier. Et le jour de l'anniversaire de l'accident, 2 ans après ce camion dans le virage du kilomètre 12, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas osé planifier, même dans mes rêves les plus fous, j'ai couru. Pour la première fois de ma vie, une course de 5 kilomètres. Je n'étais pas rapide. J'ai terminé presque dernier, en sueur, ma hanche protestant à chaque pas, les vis en titane me rappelant qu'elles étaient toujours là. Mais j'ai franchi la ligne d'arrivée. Et de l'autre côté, m'attendant avec un t-shirt fait maison qui disait « Le plus lent, mais le plus fort », il y avait Marisol, criant mon nom comme si j'avais gagné la première place du marathon olympique. À côté d'elle, applaudissant avec ce sourire fier de frère, il y avait Santiago. Ce jour-là, j'ai pleuré, non pas de douleur, mais de ces autres larmes qu'on nous a appris à cacher, nous les hommes. Celles qui sortent quand le corps comprend, avant l'esprit, qu'il a survécu à quelque chose qui aurait pu le détruire. Ma vie dans la nouvelle maison s'est installée dans une routine différente de la précédente, mais tout aussi mienne. J'ai planté les gardénias dans le jardin, et le vendredi, au lieu de les acheter pour quelqu'un d'autre, je les coupe simplement pour les mettre dans un vase sur ma table. J'ai appris à 47 ans qu'on peut aussi s'offrir des fleurs à soi-même, et qu'il n'y a rien de triste là-dedans. Il y a de la dignité. L'entreprise où je travaillais m'a offert, après ma guérison complète, un poste de coordinateur régional, avec une augmentation de salaire considérable, presque 200 € de plus par mois. J'ai accepté non pas parce que j'avais désespérément besoin d'argent, l'indemnisation, bien gérée par Santiago, m'avait donné une base solide, mais parce que j'avais besoin de me sentir à nouveau utile dans autre chose que la survie. Marisol a obtenu son diplôme d'infirmière cette même année. Et lors de sa remise de diplôme, quand on lui a demandé à qui elle voulait dédier sa réussite,
elle a prononcé mon nom devant tout l'auditorium, à mon oncle Mariano, qui m'a appris que la vraie force ne fait pas de bruit. J'étais au premier rang, et je n'ai pas pu retenir mes larmes, pour la deuxième fois en un an. Et puis, un mardi de mars, presque exactement 12 mois après cette fête, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Nidia. Elle avait perdu du poids. Ses cheveux étaient plus courts, décoiffés, et elle portait des vêtements simples, sans marque, très différents de ceux qu'elle portait autrefois. Elle avait l'air fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le sommeil, mais avec le poids d'une année entière passée à porter les conséquences de ses propres décisions. Mariano, pardon de venir comme ça sans prévenir. J'ai eu ton adresse par ta sœur. J'avais besoin de te voir. Je l'ai laissé passer dans l'entrée, bien que je ne l'ai pas invité plus loin. Nous sommes restés dans le couloir, tous deux mal à l'aise, mesurant le poids de tout ce que nous n'étions plus l'un pour l'autre. « Comment vas-tu » lui ai-je demandé. Et c'était une question sincère, pas une formalité vide de sens. « Mal, Mariano, je vais mal. » Sa voix s'est brisée presque immédiatement. J'ai perdu ma maison. J'ai perdu Audréan, évidemment, même si ça ne me fait plus mal. Je le vois pour ce qu'il était, maintenant. Ma sœur me tolère, mais j'ai l'impression que chaque jour que je passe chez elle est un fardeau. Je travaille dans un magasin, je gagne le salaire minimum à 44 ans. En recommençant à zéro comme si j'en avais 20. J'ai écouté tout cela sans l'interrompre. Et quand elle a eu fini, elle est restée là à me regarder avec une expression que j'ai reconnue immédiatement, car je l'avais moi-même utilisée pendant des années avec elle. L'expression de quelqu'un qui attend de l'autre qu'il répare ce qu'il a lui-même brisé. Mariano, je sais que je n'ai le droit de ne rien te demander. Je sais que je t'ai beaucoup blessé. Mais j'y réfléchis depuis des mois, et je pense qu'au fond, ce que nous avions peut encore être réparé. 14 ans ne s'effacent pas comme ça. J'étais confuse. Audréan m'a rempli la tête de choses. Mais au fond, Mariano, je t'ai toujours aimé. Pardonne-moi. Donne-moi une autre chance. Le moment était arrivé. Celui que, pour être honnête, dans un coin sombre de mon esprit, j'avais imaginé à un moment donné pendant les nuits les plus solitaires de cette dernière année. La question de savoir ce que je ferais si elle revenait repentante. Je l'ai regardée. Vraiment regardée, sans colère, sans le déguisement du calme calculé que j'avais porté pendant toute cette année d'attente. J'ai regardé la femme avec qui j'avais partagé 14 ans de ma vie. Celle qui m'avait accompagné à l'hôpital quand mon corps s'était brisé, et aussi celle qui m'avait appelé invalide au téléphone avec un autre homme, des semaines plus tard. Les deux femmes, réunies dans la même personne devant moi, demandant pardon. Et puis je lui ai répondu avec un calme qui, cette fois, n'était pas une stratégie. C'était simplement la vérité. Nidia, je te pardonne. J'ai vu une lueur d'espoir traverser son visage. Je te pardonne vraiment. Parce que porter rancune pour le reste de ma vie est un poids que je ne veux plus porter. Mais te pardonner ne signifie pas que tu reviens dans cette maison. La pitié que tu disais ressentir pour moi cette nuit-là devant tout le monde. Je la ressens maintenant pour toi. Et avec de la pitié, Nidia. On ne peut pas construire un foyer. Je l'ai déjà appris une fois, du mauvais côté. Elle a baissé la tête et n'a rien ajouté. Et cette fois, quand elle a franchi la porte, il n'y a pas eu de drame, pas de cri, juste le bruit silencieux d'un chapitre qui se fermait véritablement, sans possibilité d'être rouvert. Je l'ai regardée s'éloigner dans la rue, vers la vieille voiture qu'elle conduisait désormais. Et j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. De la paix. Pas un triomphe, pas une vengeance accomplie. De la paix. Simplement la paix d'un homme qui avait enfin fini de guérir. J'ai fermé la porte de ma maison, celle que j'avais achetée avec l'argent de ma propre douleur, et j'ai marché jusqu'au jardin où mes gardénias commençaient à fleurir avec le printemps. Je me suis assis sur le banc que j'avais placé là, spécialement pour les après-midi tranquilles, et j'ai laissé le soleil de mars réchauffer mon visage. J'ai repensé à tout ce que nous avions traversé, l'accident, la trahison, l'année de silence calculé, la fête, la porte, Audrey en fuyant, Consuelo avec son dossier de justice retardé. Nidia, effondrée sur le bord d'un lit qui fut autrefois ma prison, et qui n'était plus maintenant qu'un meuble de plus dans une maison qu'elle n'habitait plus. Et j'ai compris, avec une clarté que seule la distance permet, la leçon la plus importante de tout ce voyage. La pitié que quelqu'un ressent pour vous ne définit pas votre valeur.
Elle définit seulement à quel point cette personne a peu compris qui vous étiez vraiment. J'ai passé 2 ans à croire que j'étais un fardeau, un meuble, un invalide attendant que quelqu'un ait la gentillesse de rester à mes côtés. Et il s'avère que, pendant tout ce temps, le seul qui avait besoin d'apprendre à m'estimer, c'était moi-même. Aujourd'hui, 1 an après cette fête, j'ai une maison qui est à moi, un corps qui répond, un travail qui me comble, une nièce qui est comme une fille, et un ami qui a prouvé que la loyauté existe encore dans ce monde. Je n'ai pas de femme, et pour la première fois depuis longtemps, je n'en ai pas besoin pour me sentir complet. Si jamais quelqu'un vous a dit qu'il restait à vos côtés par pitié, si jamais vous avez senti que votre douleur faisait de vous un fardeau pour ceux qui prétendent vous aimer, je veux que vous sachiez une chose qui m'a coûté un accident, une trahison. Et une année entière de silence pour l'apprendre, la pitié que les autres ressentent pour vous, peut un jour devenir l'admiration que vous ressentez pour vous-même. Vous devez juste survivre assez longtemps pour voir le changement. Et vous qui êtes arrivé à la fin de cette histoire, avez-vous déjà eu à vous reconstruire en silence, loin du regard de celui ou celle qui était censé prendre soin de vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous et croyez-moi, je comprends mieux que quiconque ce qu'il en coûte d'écrire cette première ligne.